immédiatement la lumière de drogue. Son arrivée, la brigade des stupéfiants vient d'envoyer hier et conseil. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro B, dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec les fusillades. Ils sont pris en charge par la photo s'attend de son incarcération. Alors, chers téléspectateurs, donc nous revoilà. Alors, vous vous rappelez l'épisode précédent, ce malheureux Gianno Pedrocci qui gît dans son sang, la boîte crânienne vidée par une décharge de chevrotine après avoir été abattu également d'une balle dans le dos, et puis la genèse de l'identification de celui que nous suspectons. Alors, comme vous le savez, maintenant, il s'agit de Jean-Pierre Lecoq, dit Petit Coq, un homme du milieu nantais, dont les affaires apparentes, celles que nous connaissions, étaient peu importantes, surtout de l'ordre du chèque falsifié, volé, mais dont le nom avait été prononcé dans plusieurs affaires criminelles et qui, pour les policiers de la PJ de Nantes que nous sommes allés retrouver avec les gendarmes, était en réalité un porte-flingue. C'était l'homme qui tenait les contrats et qui était une sorte un peu de justicier du milieu nantais. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'était pas correct, Petit Coq le faisait passer, disait-on, dans le milieu de vie à trépas. Là, nous avons vraiment des galeries de personnages qui, très franchement, n'étaient pas du haut de gamme, mais qui pouvaient se trouver impliqués dans des affaires un peu tristes, parce que c'est vrai que cet assassinat, encore une fois, surdimensionné, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à la réalité des faits dérisoires, bon, c'était beaucoup. Donc nous savons maintenant que Petit Coq est tout à fait capable d'avoir abattu le malheureux Gianno Pedrocci. Ah, évidemment, ça ne suffit pas, vous vous en doutez. Et au terme d'une enquête, alors vraiment, je dis encore, c'est remarquable. L'adjudant Rouziou, dans cette affaire, a fait un travail extraordinaire, auquel d'ailleurs les deux présidents de cour d'assises qui ont eu à connaître de cette affaire ont rendu hommage. On va tresser un filet, parce que nous avons travaillé vraiment en étroite collaboration, mais l'élément moteur, c'était lui qui obtenait un certain nombre de renseignements, qui allait à la pêche de tous les côtés. Eh bien, nous allons suivre cette enquête ensemble. Alors, nous allons évidemment, la première personne que nous allons voir, c'est la femme de Michel. Michel, en effet, notre cambrioleur, notre croque-mort, détrousseur de cadavres un peu avancé, Michel, lui, est en prison, mais c'est un bon père de famille, hein. Il a une famille nombreuse, qu'il fait vivre plus ou moins bien d'ailleurs. Les cambriolages auxquels il participe, la plupart du temps, ont ce but très utilitaire de nourrir cette nombreuse famille. Et là, nous tombons sur une femme qui est terrorisée. Elle est terrorisée parce qu'elle a appris la mort de Gianno Pedrocci, cette mort brutale, cet assassinat. Elle se dit que son mari est dans une affaire invraisemblable et elle lui dit, mais depuis l'arrestation de Michel, Jean-Pierre Lecoq ne cesse pas de me téléphoner. Il ne cesse pas de me téléphoner et même lundi soir. Donc, il est venu me voir. Il est venu me voir vers 22h. Boîte-Séné. Madame, l'épouse de Michel, habite Boîte-Séné. Or, Boîte-Séné, c'est à 20 minutes de Saint-Jean-de-Mont en voiture. 22h. Or, nous connaissons l'heure du crime. Pourquoi ? Parce que les voisins ont entendu 2 coups de feu
qu'ils sont situés très précisément, c'était à la fin d'un flash d'information de Canal+, qui était passé, nous l'avons vérifié, c'était en procédure, qui était passé à 22h26. Et juste après, 22h30, 2 coups de feu. Or, à 22h, Petit Coq est chez l'épouse de Michel. Et là, il lui demande une dernière fois des nouvelles de son mari. Il en a pris constamment, lui a dit il va falloir aller chez le juge, lui demander un permis de visite. Il lui redira d'ailleurs ce soir-là. Et c'est ce qui me permettra d'ailleurs de situer la visite de Petit Coq à l'épouse de Michel, c'est que lorsqu'elle me téléphone, cette épouse, moi je le noterai sur mon éphéméride. Madame X appelle telle heure. Je l'ai noté machinalement, j'avais pas l'habitude de le faire, si vous voulez, mais ça permettra ensuite, c'est une pièce que nous joindrons au dossier. Ma greffière a été témoin d'ailleurs de la façon, je prenais facilement les gens au téléphone, donc je note. Hein, et ce sera une des pièces du dossier de l'accusation que je retrouverai par hasard par la suite. Enfin, je vais regarder. Ah ben oui, je l'ai noté. Bon. Petit Coq est chargé, selon l'expression de l'épouse de Michel. Anne de Michel note qu'il a bu. Il a bu. Est-ce que Michel est sorti? Non, lui répond-elle. Il referme la porte. Après, il leur dit demain, il faut appeler le juge pour demander le permis de visite. Très bien. Il referme la porte. Elle entend la voiture démarrer. Bon. Autre élément que va retrouver l'adjudant de gendarmerie, dans la matinée, il va dans un bar, à Beauvoir, je crois, et il a avec lui un sac, un boudin, un peu lourd, et à un moment, le patron de l'établissement, qui est en train de déplacer un réfrigérateur, ou en tout cas un meuble, je crois que c'était un réfrigérateur, veut déplacer le sac qui est sur le passage. L'homme s'y oppose, c'est Petit Coq, hein, il sera formellement identifié, ne touchez pas à ça. Et c'est lui-même qui déplace ce sac boudin qui avait l'air lourd et de porter un objet métallique. Et là, nous continuons à accumuler les éléments et à constituer le puzzle. En effet, Petit Coq, comme je vous l'ai dit, était un fin juriste. Il se trouve qu'à chaque arrestation, et Dieu sait s'il y avait souvent des perquisitions chez lui, les policiers ou les gendarmes saisissaient un fusil de chasse de marque Beretta, dont l'origine était claire, comme l'avait dit Petit Coq, qui en plaisantait devant ses copains du milieu, ah, il est plus clair que moi. Et à chaque fois qu'il sortait de prison, blanchi ou non blanchi, Petit Coq s'ingéniait à demander la restitution de son fusil. Et à chaque fois, on était bien obligé de le lui restituer. Mais à chaque fois, ça faisait de la procédure, le numéro était noté, etc., etc. Or, nous découvrons que ce fusil de chasse a disparu. Et nous avons la preuve de sa présence jusqu'au début du mois d'avril, dans le logement de Jean-Pierre Lecoq, parce que plusieurs personnes l'ont vu, il était accroché au mur. Après le 7 avril, le fusil disparaît. Nous interpellons Petit Coq, ou la police judiciaire l'interpelle le 22 avril, parce que pensait que là, il n'était pas mécontent de voir que les Vendéens allaient s'occuper à leur tour de son cas. Il n'était pas jusque-là une certaine amertume de le voir toujours se libérer, crâner, venir récupérer son fusil. Et là, superbe, je le vois encore, Petit Coq me dit, mais vous n'avez rien dans votre dossier. Il est complètement vide. Écoutez, je vais vous faire un cadeau, parce que vous avez une bonne tête, vous êtes sympathique, alors je vais accepter de contester les faits pour lesquels vous m'avez inculpé. Mais je n'en dirai pas plus. Oh bon, eh bien, moi je m'en contente, hein, c'était pas difficile. Qui conteste les faits. Et je le place en détention, mais je ne le place pas en détention dans l'affaire de la mort de Pedrocchi, mais dans l'affaire du cambriolage
de Bois-de-Séné ou de Saint-Gervais, je ne me rappelle plus, là, du lotissement, et également dans une affaire de chèques falsifiés pour laquelle il avait été inculpé, le dossier que j'avais fait revenir. Alors, Petit-Coq avait un casier judiciaire à rallonge avec toutes ses condamnations pour vol, donc il n'y avait aucun problème pour le placer en détention. Dans l'affaire de l'assassinat, j'estimais ne pas être solide. Alors, mon problème, évidemment, va être d'abord d'essayer de retrouver le fusil. Ah ben le fusil a disparu. Alors Petit-Coq est très railleur, très moqueur. Il me dit ben, le fusil, mais on le retrouvera, monsieur le juge. Ne vous inquiétez pas. Vous rongez les sangs pour ce fusil. Mais c'est pas la peine. Bon. En revanche, nous continuons à mieux cerner la personnalité de Petit-Coq. Et ça va nous donner l'occasion de faire des plongées en apnée, je dirais, dans ce milieu du Nord-Vendée et du Sud-Loire. Nous allons à Machecoul. À Machecoul, il y a un établissement dans lequel il a ses habitudes. Il est un petit peu amoureux d'ailleurs de la patronne, c'est la bicyclette d'argent. À la bicyclette d'argent, il se trouve que deux petits voyous vendéens, pas tout jeunes, hein, ils n'étaient pas de première jeunesse en l'espèce, un certain Choupomme et Bébert, hein, Choupomme et Bébert, s'étaient mal comportés dans le café. La Rouille, rappelez-vous, la Rouille qui est en cavale, les y avait interdit de séjour. Ils avaient continué à fréquenter le dit établissement. Et un jour, Petit-Coq était arrivé, avait emmené avec lui dans son véhicule le patron et la patronne de l'établissement. On était allé chez Choupomme, qui habitait une petite maison dans le Marais vendéen. Et là, toc, 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 il n'ouvre pas, bien entendu. Et Petit-Coq a son Beretta à la main, et il sait que Choupomme est là, car le vélomoteur, ça ne s'invente pas, son vélomoteur est à côté de la porte. Et comme Choupomme n'ouvre pas, poum, 2 coups de fusil dans la porte. Choupomme est blessé et nous retrouverons, bien entendu, le dossier médical. Lui ne voudra pas entendre parler de tout ça, il contestera les faits, il contestera l'agression. Donc lui, il se taira complètement, mais nous aurons toutes les preuves. Nous avons même saisi la porte avec les traces et coups de fusil, expertise, etc. Ah, donc quand même, nous avons la preuve que lorsqu'il est énervé, il peut tirer. Et puis alors, autre événement qui va nous amuser, toujours dans cet établissement de Machecoul, alors ça va nous rapprocher des Sables d'Olonne. Un soir, Petit-Coq est accoudé au comptoir, il coule des regards langoureux vers la belle qui sert, et tout d'un coup arrive le rugby club Sablais qui vient de jouer au grand complet, qui vient de jouer un match dans la région nantaise. Alors ils arrivent, ils sont contents, ils ont gagné. On a gagné. Et à un moment, un de nos colosses bouscule Petit-Coq. Et là, Jean-Pierre, tu sais pas ce que t'as fait là. Alors l'autre lui dit, je t'ai bousculé. Tu vas t'excuser. Alors là, Petit-Coq n'est pas très grand, hein. L'autre c'est un beau pilier. Lui m'excusez, tu pourrais me parler autrement. Le ton monte et badaboum, notre rugbyman lui en fiche une, mais alors une belle tarte. Petit-Coq se décompose, il part, il file et il revient une demi-heure plus tard. Heureusement, les joueurs de rugby Sablais sont partis parce qu'il est revenu avec son fusil de chasse Beretta. Là, nous accumulons les éléments. Il est capable de beaucoup de choses quand il est énervé, quand il a bu et quand il a un mobile.
Nous continuons donc, et à chaque fois, je l'interroge, et il me dit « Mais non, mais monsieur le juge, ne vous obstinez pas, votre dossier est complètement vide. » Puis, par le plus grand des hasards, je l'interroge, c'était en juillet, ça devait être le 3 juillet 87, et on était accrochés à cette affaire. Et là, je lui sors mes dossiers venus des archives. J'ai dit, regardez, je vous connais bien, Lili Marietti, Chamarbois, vous m'avez permis, et je vous en remercie, monsieur Lecoq, vous m'avez permis une plongée saisissante dans l'histoire du milieu nantais. Vous êtes là-dedans depuis les années 60. Oh, il était là avec ses 4 gendarmes, parce qu'il était quand même susceptible de s'évader, comme nous le verrons, et il me dit, oh, monsieur le juge, oui, effectivement. Et il va me dicter un PV hallucinant. De 1965 à 1967, j'ai exploité un hôtel-restaurant à Nantes, sous l'enseigne Le Cordon Bleu. Un homme a été abattu en sortant. Puis le lendemain, un client a été trouvé abattu dans la chambre qu'il occupait, son hôtel. Le surlendemain, c'est un témoin qui a disparu, on l'a jamais retrouvé d'ailleurs. Il s'agissait également d'un client de l'hôtel qui se vantait d'avoir vu beaucoup de choses. J'ai été soupçonné d'être au courant de cette affaire et j'ai été placé en détention provisoire jusqu'en 69. Vous voyez, de 76 à 69 en détention provisoire. Ah oui, puis j'ai été également soupçonné et accusé, début des années 60, d'avoir tué un homme qui était l'amant de ma mère. Ah oui, me dit-il, oui. Oh, il avait été retrouvé pendu dans une cave avec le foie éclaté. Et là, il m'ajoute, peut-être bien que mon pied avait rencontré son foie. Alors évidemment, il y a les 4 gendarmes qui sont témoins, il y a ma greffière, il ne veut pas signer le procès verbal, mais moi je note tout, et plus tard, on trouvera tout ça, au moment des assises. Toujours est-il que je dis, mais pourquoi est-ce qu'il me raconte tout ça? Ah ben, l'explication, quelques jours plus tard, dans la nuit du 7 au 8 juillet, il essaye de s'évader. Mais alors ça loupe, le yo-yo qui amenait les scies, les lames de scie cassent, toute la nuit la chasse d'eau fonctionne, le lendemain dans la cellule de Lecoq, le lendemain les surveillants de prison vont voir leur regard entre le mur d'enceinte et la maison d'arrêt, et là on retrouve une dizaine de lames de scie cassées. Bon. Nous sortirons complètement cette affaire de tentative d'évasion. Nous saurons qui, c'est un compagnon de cellule, comment. Nous retrouvons la voiture de Petit Coq sur le parking à côté, avec les clés qui étaient dissimulées dans le pot d'échappement. Et là, je le fais revenir. Alors là, il était moins agréable. Et il me dit, de toute façon, je ne réponds plus à vos questions, c'est terminé. Je lui dis, mais quand même, mais pourquoi vous vous évadez pour une affaire dans laquelle nous n'avons aucun élément? Il me dit, je ne répondrai plus à vos questions, c'est fini. Alors il est transféré d'abord à Nantes, puis à Rennes, où il va retenter de s'évader. Et puis là, il commence à mobiliser l'opinion publique en sa faveur, la Ligue des droits de l'homme, et il nous adresse des correspondances déchirantes, un innocent croupi en prison, je vois encore. Il se dit victime d'une instruction exclusivement menée à charge, enfin on connaît la chanson, et nous avions quand même accumulé les éléments. Cela dit, une fois tout ceci réuni, la fin du dossier, nous on avait fait notre boulot et je dois dire qu'on l'avait fait, on avait été passionnés malgré tout par ce travail de chasse. On est chien de chasse dans le boulot, donc on se comporte en chien de chasse. Et à la fin, on se dit mais on n'a pas de preuves, on n'a pas d'aveu, on a des éléments, on a des présomptions. Jamais il va être condamné. Ben oui, le parquet général nous réplique, oui, d'accord, vous en avez trop fait. Alors maintenant, il faut y aller. Alors je rédige une ordonnance charpentée, dira le président de la cour d'assises, où je rappelle tout le milieu nantais, la présence, le rôle de Chenard, qui était le frère de l'ancien maire de Nantes, que je retrouverai dans d'autres affaires criminelles d'ailleurs. Je fais un tableau complet du milieu nantais, j'explique le caractère, le mobile, etc. Puis, et ben voilà, les conditions dans lesquelles Pedrocchi a été abattu par Jean-Pierre Lecoq. Il fallait faire le saut à un moment. C'est ça, l'intime conviction et la présomption. Les présomptions, les éléments.
Bon, là-dessus, ça arrive devant la cour d'appel. À l'époque, il y avait la chambre d'accusation et c'était elle qui... Alors, à la chambre d'accusation, Jean-Pierre Lecoq fait le beau. Là. Il dit, bon, bah, écoutez, il n'y a rien dans le dossier. Alors, le président de la chambre d'accusation lui dit, mais le Beretta, le fusil Beretta. Il dit, mettez-moi dehors, je vais le trouver. Oh, bah, aussitôt dit, aussitôt fait. Il est mis dehors de tous les autres dossiers dans lesquels il était impliqué. On dit, écoutez, supplément d'information, on m'envoie un supplément d'information, trouvez le fusil. Alors, je reçois à nouveau Lecoq qui me dit, il n'y a pas de problème. Alors, je sais par mes quelques bruits qu'il cherche désespérément un Beretta du modèle de celui, mais il ne peut pas aller l'acheter. Il est très ennuyé. Le fusil, il s'en est débarrassé parce qu'une fois les coups de feu tirés, il n'était pas très bon en balistique. Il ne savait pas qu'on ne pouvait pas, à l'époque, attribuer... le projectile d'un fusil de chasse. Bon, donc le Beretta, il le cherche, enfin il cherche surtout à essayer d'en trouver un autre qui lui ressemble, parce qu'il l'a foutu dans un étier où il est allé le jeter dans la mer, mais il ne peut plus le sortir. Hein. Même s'il l'a enterré, il ne peut plus le faire réapparaître maintenant, contrairement à ce qui se passait autrefois. Alors bon, ça dure encore 1 an, et puis au bout d'un an, les types de la PJ me téléphonent en me disant, dites donc, Lecoq il va se tirer. Oh, je dis bon, elle dit oui, il est en train de faire tous ses adieux au milieu nantais, mais vous inquiétez pas, il part au Maroc, mais on va le récupérer au dernier moment. Je dis bon, bah écoutez, allez-y, et ce qui fut dit fut fait. Au volant d'un superbe espace maquillé volé, on arrête Lecoq alors qu'il s'apprêtait à partir pour le Maroc où il avait, paraît-il, des intérêts. Il avait fait ses adieux à tout le monde, ce qui fut l'erreur d'ailleurs, à ne pas commettre, et il fut arrêté. Alors là, il se retrouve devant la cour d'assises. La même chose, on est tous l'avocat général, on se dit, bon ben, c'est bien, mais enfin, il nous manque quand même quelque chose. Ben non, il manquait rien. Et le président de la cour d'assises, après, m'a dit non, il ne manquait rien. Et sans aucun problème, les jurés condamnèrent Jean-Pierre Lecoq à 17 ans de réclusion criminelle. Bien entendu, l'affaire la décision fut cassée par la Cour de cassation. Il n'y avait pas d'appel à l'époque, mais dans les dossiers qui étaient un peu limites, la Cour de cassation cassait systématiquement. Elle trouvait toujours un moyen pour renvoyer devant une autre cour d'assises, histoire de redonner sa chance à l'intéressé. Et là, Nantes renvoie. Alors j'entends encore le président de la cour d'assises qui m'appelle en me disant « Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce dossier ? Mais c'est affreux !» C'était affreux, oui, mais pour Lecoq, parce que, à nouveau, 17 ans de réclusion criminelle. Alors là, tout avait été bien organisé, mais de façon un peu rudimentaire, toujours un peu simpliste. C'est-à-dire que la femme de Michel était revenue sur tout ce qu'elle avait dit, et à un moment, le président, et elle tremblait, la pauvre femme, en venant déposer. Le président de la cour d'assises lui dit « Mais madame, vous avez peur ?»« Oh oui, j'ai très peur. » Alors, pour terminer sur une note un peu plus gaie, je dirais, bien que ce soit encore une affaire d'enterrement, Jean-Pierre Lecoq m'a beaucoup écrit. Moi je ne l'avais pas trouvé antipathique. Hein. Il n'y avait absolument aucune agressivité de ma part, et de sa part non plus. Il voulait absolument m'inviter à déjeuner la première fois qu'il avait été remis dehors. Quelques années plus tard, une de mes tantes meurt à Paris, et je vais pour les obsèques. Et là, tout d'un coup, que vois-je arriver, superbe, en costume, notre croque-mort, Michel, qui avait retrouvé ses fonctions initiales. Oh, il me voit, son visage s'éclaire, il se tourne vers son patron, qui était là, et il dit « Je vous présente mon juge, c'est mon juge. » Alors voilà l'affaire. Lecoq, lui, continuera à hurler son innocence, mais il n'a pas beaucoup de chance. Je crois que ce qui avait pesé, c'est ce petit jeu réciproque, enfin en tout cas du jeu du chat et de la souris qu'il avait voulu jouer la veille ou l'avant-veille, 3 jours avant son évasion ratée, lorsqu'il avait reconnu les affaires pour lesquelles il avait eu des non-lieux. À chaque fois que les présidents de la cour d'assises ont lu ces aveux, un silence de mort tombait dans la salle, et je crois que les jurés
avaient acquis à ce moment-là une intime conviction et se sont dit qu'ils disposaient d'un avoir et qu'il était temps de présenter la facture.